Bonjour, bienvenue sur ce cours consacré à la chirurgie ambulatoire. Je suis le docteur Pascal Duffier, je suis chirurgien hyper spécialisé en chirurgie du genou. Je travaille notamment sur la clinique de Daumont, qui est une clinique entièrement dédiée à la chirurgie ambulatoire, entre autres dans l'orthopédie. Elle est bénéfique en termes de confort et d'intimité, puisque le patient va retourner directement à son domicile. Il aura le confort d'être chez lui, d'être en terrain connu. Il va avoir également l'intimité d'être avec son propre entourage et non accompagné dans une chambre avec quelqu'un d'autre. L'autre bénéfice est la récupération rapide, puisque le patient va être mis comme acteur de sa prise en charge. Il va donc s'autonomiser beaucoup plus vite en étant chez lui, en étant à son domicile avec son confort habituel, plutôt qu'étant attentiste un peu plus en milieu hospitalier. Cela va permettre d'améliorer les temps d'arrêt de travail, les temps de rééducation et le résultat au final de la chirurgie. L'ambulatoire va aussi permettre de diminuer les risques de complications pour le patient, puisque le fait d'être mobilisé de manière plus rapide, d'être levé plus vite, va diminuer les risques de raideur articulaire, de maladies thromboemboliques telles que la phlébite ou les embolies pulmonaires. Il va y avoir également une diminution des risques infectieux, puisque le patient va passer moins de temps en séjour hospitalier. Enfin, il va y avoir également un bénéfice en termes économiques. C'est la partie secondaire, mais la partie quand même non négligeable. C'est-à-dire que les temps d'hospitalisation vont être beaucoup plus courts, et donc cela va coûter moins cher en termes de dépenses de santé. Alors, ce n'est pas linéaire, puisque avant l'intervention et pendant le séjour d'une journée, il y aura bien sûr plus de personnel mobilisé pour informer le malade, pour le surveiller, pour l'encadrer. Mais comme le malade ne sera plus hospitalisé la nuit, il y aura bien sûr des coûts en moins. Et puis, comme le malade va récupérer plus vite, l'arrêt de travail, les temps de soins seront également plus courts. Alors, pour bénéficier d'une prise en charge en ambulatoire, le patient va bien sûr devoir répondre à des critères d'éligibilité. C'est-à-dire, il va falloir être capable de sélectionner quel patient va pouvoir, sans risque, être opéré et rentrer chez lui le jour même, et quelle, bien sûr, technique également va pouvoir être applicable à ce patient, puisque tout n'est pas faisable. Pour le patient, l'éligibilité va être notamment son état de santé. Il va être évalué, entre autres, par le score ASA, qui est un score d'anesthésie, qui va savoir si le patient a beaucoup, peu ou pas de complications et de facteurs de risque, et si ceux-ci sont bien maîtrisés ou non, c'est ce qu'on appelle les ASA 1, 2 ou 3. Les patients trop sévères, tels que les ASA 4, c'est-à-dire qui présentent des comorbidités sévères avec un risque vital pour le patient, ceux-ci ne seront pas bien sûr éligibles à l'ambulatoire. D'autres comorbidités vont être plus spécifiques, vont être évaluées en fonction du type de chirurgie, que ce soit l'obésité, le traitement anticoagulant, les problèmes d'insuffisance rénale, le handicap, la dépendance du patient, les problèmes de troubles cognitifs comme les démences, puisque c'est des patients qui vont devoir être spécifiquement très vite retournés dans leur milieu habituel, les problèmes de cardiopathie et d'apnée du sommeil. Alors tout ça, c'est pas figé, puisqu'il est possible d'optimiser le terrain du patient. Un patient anémié pourra être mis sous EPO pour pouvoir corriger son trouble d'anémie, et on va pouvoir ainsi rendre éligible beaucoup plus de patients à la chirurgie ambulatoire qu'il ne l'était avant. Il faudra bien évidemment également évaluer le statut social du patient, puisqu'il doit être apte à retourner à un domicile adapté à sa pathologie. Un patient qui ne peut pas marcher tout de suite, ne peut pas habiter au 5e étage sans ascenseur, et bien sûr, ainsi de suite. Voilà, le patient devra également être accompagné, puisqu'il ne peut pas rentrer seul à son domicile. C'est un minimum légal à la chirurgie ambulatoire et en plus une sécurité pour le patient d'être accompagné. La distance par rapport à l'établissement de soins également doit être prise en compte, puisque si le patient est trop loin, il y a un risque en cas de complication. Sur le plan chirurgical, il va falloir également évaluer est-ce que la chirurgie est adaptée à une prise en charge ambulatoire. Il faut pouvoir réaliser un geste rapide. En général, on considère moins de 2 heures, à faible risque hémorragique, histoire que le patient ne revienne pas pour hématome ou pour saignement, et qui rende au patient une autonomie précoce. Le patient doit pouvoir marcher tout de suite, doit pouvoir être capable de béquiller, doit pouvoir utiliser son membre tout de suite. Donc cela va bien sûr exclure certaines interventions, notamment les interventions pluriarticulaires ou les interventions trop lourdes. Plus le chirurgien sera spécialisé, plus il pourra faire des chirurgies difficiles en ambulatoire, puisque le geste sera raccourci. Un chirurgien qui fait tous les jours la même intervention va aller beaucoup plus vite qu'un chirurgien qui l'a fait 1 ou 2 fois par mois.
Pour pouvoir organiser l'intervention en chirurgie ambulatoire, il est indispensable d'organiser ce qu'on appelle un parcours de soins. Le parcours de soins, c'est un protocole exhaustif, un process qui va permettre de définir toutes les étapes de la prise en charge du patient, que ce soit avant, pendant ou après la chirurgie. Rien ne doit être oublié, tout cela est dans le but de sécuriser la prise en charge du patient. Elle va permettre également d'optimiser les soins et d'améliorer la sécurité du patient. Cela peut s'intégrer dans des nouveaux protocoles qu'on appelle les protocoles de RAC, qui sont la récupération rapide après chirurgie, qui permettent de raccourcir les chirurgies les plus lourdes en hospitalisation et même maintenant en ambulatoire. Ce protocole est indispensable car le patient ne peut pas se retrouver seul chez lui sans avoir eu son traitement antalgique le jour de la sortie. Il doit donc tout prévoir en amont. Ce protocole est indispensable dans son organisation avec l'équipe soignante qui doit participer à l'établissement du protocole, que ce soit les infirmières, les kinésithérapeutes, les anesthésistes et même parfois les urgentistes qui peuvent être amenés à recevoir des appels des patients une fois sortis à leur domicile, soit parce qu'il y a un petit signal d'alarme, soit parce qu'il y a une véritable complication et qu'il faut récupérer le patient rapidement. Le réseau de ville est également primordial là-dedans, que ce soit les infirmières libérales, les médecins généralistes, qui vont avoir un suivi également du patient et un rôle dans leur surveillance. Bien sûr, le patient doit être informé de tout ce protocole, ce qui va permettre de le rassurer et de le rendre acteur de sa prise en charge, puisqu'il va connaître toutes les procédures à faire par lui-même en cas de problème et à qui s'adresser. L'entourage également est important et doit être sollicité et informé de cette prise en charge. Donc au niveau préopératoire, le parcours de soins doit définir la première étape qui est la consultation chirurgicale. C'est à ce moment-là que le diagnostic va être établi, que l'indication opératoire, après avoir informé le patient, va être donnée et que le patient va être éligible ou non à la chirurgie ambulatoire. Éventuellement, un bilan préopératoire sera prescrit. Le patient donc, et son accompagnant seront informés des modalités de l'intervention, des bénéfices et des risques éventuels et des suites à envisager. La date opératoire sera prévue et le patient aura un livret spécifique à son intervention qui lui sera remis pour réexpliquer tout cela en détail, qu'il puisse à froid reprendre étape par étape le process du protocole de soins. Enfin, les prescriptions seront données, que ce soit des prescriptions préopératoires comme de la rééducation pour assouplir une articulation ou la prescription post-opératoire pour permettre au patient d'acheter tous ses traitements antalgiques post-opératoires avant d'être hospitalisé et de pouvoir rentrer comme ça chez lui tranquillement le jour de la chirurgie. Ensuite viendra la consultation d'anesthésie. C'est là que l'éligibilité du patient va être confirmée. C'est là aussi que le bilan préopératoire va être contrôlé et que le choix de type d'anesthésie et d'analgésie post-opératoire va être discuté avec le patient et concerté avec lui. Le patient bénéficiera d'une nouvelle information sur les suites de la chirurgie et éventuellement bénéficiera d'une optimisation de son état de santé par traitement pour compenser une anémie, équilibrer un diabète ou une hypertension. D'autres acteurs vont être également sollicités, d'autres spécialistes éventuellement si un bilan préopératoire est nécessaire. La coordonnatrice de chirurgie ambulatoire, qui est un acteur essentiel lorsqu'on fait une chirurgie lourde. Cette coordinatrice peut être une infirmière ou une secrétaire et elle va avoir un rôle dans l'encadrement du patient. Elle va lui redonner beaucoup d'informations pour que le patient comprenne à froid de nouveau les choses, car nombre des choses qui sont dites en consultation chirurgicale sous l'effet du stress, sous l'effet du volume d'informations, ne vont être pas bien intégrées ou pas bien comprises par le patient. Et donc une répétition est indispensable et parfois des réunions patients peuvent être nécessaires où plusieurs patients, voire un patient individuellement, va être reçu par cette coordinatrice pour une nouvelle information. Elle va également gérer la collecte du dossier médical, la logistique du retour à domicile, que ce soit par les infirmières à domicile, l'aide au portage des repas, une éventuelle structure d'hospitalisation à domicile, et ainsi de suite. Et elle réalisera également l'appel de la veille de l'intervention pour vérifier que le patient est bien prêt à sa chirurgie. Les kinésithérapeutes également ont un rôle important. Ils vont avoir un rôle avant la chirurgie pour optimiser justement l'état du patient en remusclant celui-ci, en assouplissant une articulation, ou bien ils vont lui expliquer aussi tout ce que le patient devra faire après la chirurgie. Pour une chirurgie du membre inférieur, le béquillage sera appris en anticipation. Les mouvements d'autorééducation, quelle que soit la spécialité, seront également appris. Voilà. Ensuite, d'autres prestataires pourront être utilisés, des appareilleurs, des infirmières libérales qui vont anticiper également le retour à la maison. Donc le jour de l'hospitalisation arrive enfin.
Il y a cette fois-ci la préparation du malade qui doit être également protocolisée. Il y aura une dépilation éventuellement du membre opéré qui sera plus ou moins étendue. Une douche préopératoire la veille et le matin de la chirurgie. Le patient devra bénéficier d'un jeûne dit moderne, c'est-à-dire que désormais il n'est plus utile d'être totalement à jeun depuis la veille au soir. Un jeûne de 2 heures pour les liquides est possible, un jeûne de 4 heures pour les solides légers également, et un jeûne de 6 heures pour tout le reste. Cela va permettre d'avoir un patient qui est mieux hydraté, qui a moins de risque d'hypoglycémie et qui va mieux tolérer l'attente de la chirurgie, bien sûr, l'anesthésie en elle-même et la chirurgie. Le patient fera ensuite toutes ces procédures d'admission. Aujourd'hui, la prémédication est de moins en moins donnée car elle entraîne une sédation importante du patient. Et si on veut qu'il rentre de manière très autonome chez lui, il faut limiter celle-ci, qui est de moins en moins en fait utile. Le patient va arriver enfin de manière autonome ou semi-autonome au bloc opératoire, tout cela également afin de limiter la médicalisation du geste chirurgical. Ensuite viendra l'anesthésie du patient. Celle-ci doit être ce qu'on appelle multimodale, c'est-à-dire que plusieurs types de produits par plusieurs voies d'administration différentes vont être donnés au patient. Et l'administration de ces produits à dose faible va permettre de diminuer les effets secondaires de chacun. Systématiquement, ou dès que cela sera possible, bien sûr, une anesthésie locale ou loco-régionale sera réalisée. Ensuite, on complétera éventuellement avec une anesthésie générale, une rachianesthésie, une sédation, voire de l'hypnose en pédiatrie, qui est très utile. Des produits modernes maintenant sont utilisés pour diminuer également les risques hémorragiques et d'hématomes chez le patient, tels que l'acide tranexamique ou la dexaméthasone. Ensuite, tous les co-antalgiques, les antalgiques seront donnés pendant et après l'intervention, et une antibiotiques-prophylaxie sera réalisée si nécessaire. La surveillance sera également réalisée par l'équipe d'anesthésie. Vient l'étape de la chirurgie, qui doit être la moins traumatique possible. L'intérêt des techniques arthroscopiques et mini-invasives également a fait ses preuves. Il faut limiter le saignement du patient par une hémostase rigoureuse, par l'utilisation très limitée du garrot. Il faut bien sûr limiter le temps opératoire, car celui-ci augmente le risque infectieux et augmente la durée et l'intensité de l'anesthésie. Et il faut donner au patient une technique chirurgicale qui va lui permettre de récupérer une fonction rapide pour qu'il puisse mobiliser rapidement son membre et marcher le plus vite possible. L'intérêt ici de l'hyperspécialisation est primordial puisque c'est les chirurgiens les plus spécialisés qui vont faire les techniques les plus rapides, les plus fiables et les plus reproductibles. Ensuite, tout ce qui est administratif sera réalisé par le chirurgien, les comptes rendus opératoires d'hospitalisation seront adressés aux médecins traitants et aux patients, des ordonnances complémentaires éventuelles seront distribuées et un rendez-vous post-opératoire sera fixé. Au cours du soin post-opératoire, le patient ira en salle de réveil où une surveillance sera réalisée. Éventuellement, une anesthésie loco-régionale complémentaire et des antalgiques seront donnés. Des moyens co-antalgiques non médicamenteux seront également utiles, tels que la cryothérapie et la pressothérapie par des attelles spécifiques. Le patient bénéficiera d'une rééducation et d'une mobilisation des articulations précoces dès la salle de réveil si possible, et en tout cas dès l'arrivée en unité de chirurgie ambulatoire, afin de retrouver une fonction rapidement. Le patient sera également démédicalisé, c'est-à-dire qu'il sera déperfusé, que les traitements seront donnés rapidement par voie orale et qu'il sera renutri et réhydraté rapidement. Avant la sortie, bien sûr, le patient bénéficiera d'une visite médicale par son chirurgien et son anesthésiste. Il sera évalué la possibilité de rentrer à son domicile, notamment par le score de Chung, qui est un score d'anesthésie, et l'absence de complications chirurgicales. Bien sûr, à tout moment, des mesures de sauvegarde peuvent être prises pour le patient en cas de mauvaise tolérance de l'anesthésie, telles que les nausées, vomissements, la rétention d'urine, ou un problème de douleur ou de complications post-opératoires telles que le saignement. Le patient sera hospitalisé, si nécessaire, en unité de chirurgie conventionnelle. Après l'intervention, la surveillance du malade continue, bien sûr. Elle sera faite à distance, puisque le patient sera chez lui. La première chose obligatoire et indispensable est l'appel du lendemain, qui sera réalisé soit par le chirurgien, soit par une infirmière, soit par une secrétaire. D'autres appels plus tard peuvent être éventuellement réalisés pour les chirurgies les plus lourdes. On recherchera l'absence de complications, la bonne tolérance de la douleur, et éventuellement on répondra à toute autre information que le patient demanderait en post-opératoire, bien sûr. Les prestataires de ville vont également être utiles à ce niveau-là, que ce soit les infirmières, les soins d'hospitalisation à domicile, et également les confrères médecins généralistes qui sont au plus près du malade et qui pourront éventuellement adapter un traitement personnel, un traitement mal toléré antalgique. Voilà. Dans tous les cas, bien sûr, le patient sera informé de toutes les mesures de sauvegarde nécessaires. Il pourra joindre son chirurgien, l'établissement de santé
éventuellement le SAMU ou les urgences locales, afin de pouvoir avoir un conseil, une information en cas de complications ou de toute autre question, et pouvoir être réhospitalisé si nécessaire en cas de complications avérées.